Donc, il est midi. Bonjour à tous. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, je me présente, Ariane. C'est moi qui vais faire l'animation du webinaire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé « Le programme de prévention des troubles anxieux hors piste, développer des moyens concrets pour faire face aux défis de l'adolescence », organisé par l'Axe santé mentale du Réseau de recherche en santé des populations du Québec et le réseau Calaxia. Donc, avant de débuter, je vous informe que la séance d'aujourd'hui va être enregistrée pour ensuite être rendu disponible pour diffusion sur la plateforme YouTube. Donc, nos conférencières aujourd'hui sont Mme Julie Lane, directrice du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale et professeure à l'Université de Sherbrooke, et Danica Thériault, coordonnatrice scientifique au Centre RBC d'expertise, donc du même centre. À la suite de leur présentation, nous aurons une période de questions avec les participants. Donc, je vous invite en fait à écrire dès maintenant et tout au long du webinaire vos questions pour les conférenciers dans le module questions et réponses, donc Q&R, situé au bas de votre écran. Mais pour toutes les questions là, qui sont relatives, en fait, toutes autres questions, par exemple des questions techniques, vous pouvez les écrire dans le module conversé. Donc, enfin, je vous informe que vous recevrez là, dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation du webinaire, ainsi que le lien pour obtenir le PDF de la présentation et visionner l'enregistrement du webinaire. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencière invitée, Julie Lane. Merci beaucoup, Ariane. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous présenter le programme Ortis, un programme qui suscite un engouement à chaque fois qu'on fait des présentations. C'est un programme qui a sollicité la collaboration de plusieurs acteurs un petit peu partout au Québec qui ont contribué à sa construction, puis maintenant son déploiement. On va vous en parler dans la prochaine heure. Donc, les objectifs qu'on poursuit avec vous aujourd'hui, c'est vraiment dans un premier temps de vous permettre de comprendre d'où vient ce programme, sa pertinence. On va vous parler un peu du processus qu'on a utilisé pour le développer et l'évaluer. On va vous décrire le programme dans son ensemble, puis on va terminer en vous présentant des résultats qui témoignent de son efficacité, puis vous parler très brièvement du volet hors piste au primaire et au postsecondaire qui sont en déploiement aussi dans certains milieux présentement. Donc, quelques mots sur le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, qui est un centre qui existe depuis 2016. Bien qu'il soit universitaire, est un centre qui vise à faire des innovations qui partent des besoins exprimés par les acteurs du terrain, que ce soit les acteurs du réseau de l'éducation ou du réseau de la santé et des services sociaux ou du milieu communautaire ou des parents ou des jeunes. Le centre aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine de projets qui partent tous de ces besoins-là. Et le programme Ortis est un de ces projets et qui a bénéficié au départ de plusieurs subventions du réseau universitaire intégré en santé et services sociaux pour permettre son déploiement dans d'autres régions que la région de l'Estrie. Donc, on va vous en parler aussi prochainement. Quelques données sur les troubles anxieux. C'est une psychopathologie qui est parmi les plus fréquentes là, pendant l'enfance et l'adolescence. Vous avez peut-être vu là, passer les résultats qui démontraient que 17% des élèves du secondaire avaient rapporté qu'un médecin ou un spécialiste de la santé leur avait confirmé un trouble anxieux. Et cette donnée-là était beaucoup plus élevée que l'enquête précédente qui avait été réalisée en 2010-2011. Donc, on voit vraiment une augmentation. Probablement que vous le remarquez aussi vous-même sur le terrain. On sait, les résultats de recherche le démontrent, que ces jeunes-là sont rarement remarqués, ils souffrent en silence. Et c'est assez troublant de se dire que 70% d'entre eux n'auront jamais reçu des soins d'un professionnel dans leur vie. On sait aussi que les troubles anxieux précèdent parfois de plusieurs années l'apparition de d'autres troubles. Vous les voyez à l'écran. Vous avez probablement aussi dans votre environnement des gens qui réalisent aujourd'hui qui ont été probablement anxieux tout au long de leur vie, qui se sont automédicamentés avec l'alcool ou des drogues,
Donc, c'est vraiment très préoccupant. Puis de savoir que 21% des adultes vont présenter un trouble anxieux au cours de leur vie. Donc, tout ça nous amène à l'importance d'agir le plus tôt possible. On vous parle aujourd'hui particulièrement du programme Orpis du secondaire, mais à la fin, comme je l'ai dit tantôt, on va vous parler de ce qu'on fait aussi pour le préscolaire primaire, là, qui est peut-être moins avancé, mais dans le but d'agir le plus tôt possible. Au début des travaux, pour permettre de s'assurer que ce qu'on va développer puisse répondre aux besoins des jeunes des écoles québécoises, on a réalisé un portrait auprès de près de 9000 élèves de régions variées. Et vous le voyez, les résultats permettaient simplement de réitérer que la problématique existe puis qu'on devait s'y attarder par l'élaboration d'un programme. Vous avez peut-être aussi entendu parler déjà de l'Organisation mondiale de la santé qui met de l'avant l'importance de développer les compétences psychosociales des jeunes. Lorsqu'on parle des compétences psychosociales, on parle de l'autorégulation des émotions, la gestion du stress en fait partie, et bien d'autres, on va les présenter plus tard. Mais ça fait plus de 30 ans que l'OMS nous demande de faire ça. Plusieurs pays ont pris la balle au bond et ont développé rapidement des programmes depuis plus de 30 ans. Mais le Québec est résolument en retard et c'est peut-être pas étranger aux nombreuses problématiques de santé mentale et de suicide qu'on vit au Québec depuis plusieurs années. C'est peut-être pas étranger au fait qu'on n'a pas suffisamment développé nos compétences psychosociales tout au long de notre parcours scolaire. Donc, il y a une prise de conscience toutefois présentement, puis on voit même le Conseil supérieur de l'éducation a déposé il y a quelques mois un avis qui soulignait l'importance de développer ces compétences psychosociales-là. Puis le réseau de la santé des services sociaux, en collaboration avec le réseau de l'éducation aussi, déploie présentement le référent équipe qui met de l'avant aussi l'importance de développer des compétences psychosociales. Quelques mots pour décrire un petit peu l'approche qu'on met de l'avant, qu'on déploie un programme. Je vous disais que tous les projets partent des besoins des milieux. À partir du moment qu'il y a un consensus sur un besoin, on réunit autour de la table plusieurs acteurs aux savoirs différents. Et on fait aussi une analyse des résultats de recherche, des programmes existants un petit peu partout dans le monde. Puis à partir de tout ça, c'est là qu'on co-construit un programme, puis que par la suite, on l'implante dans certaines écoles, on l'évalue. À la lumière des résultats de l'évaluation, on réajuste. Par la suite, on réimplante dans plus d'écoles, on évalue, on réajuste. Donc, on a vraiment un processus là, qui permet de s'assurer que tout ce qu'on développe est à la fois arrimé aux besoins, à la fine pointe des résultats de recherche sur le sujet, mais aussi réfléchi dans une perspective de pérennisation et aussi de mise à l'échelle. Quand on parle de mise à l'échelle, c'est de rendre disponible à plus de milieux possibles ce qu'on développe. Donc, je vous parlais un petit peu du processus, là. On est parti en 2017 de la version 1.0 qu'on avait implantée dans 3 écoles, qu'on a réajusté pour implanter dans 14 écoles du Québec en 2018. En 2019, on a réajusté, puis on a implanté dans 25 écoles. On a par la suite évalué et réajusté. Et présentement, il y a plusieurs écoles qui implantent à géométrie variable à cause de la COVID. Ce n'est pas nécessairement selon le cycle habituel en fonction de leur réalité, ils implantent à différents moments de l'année scolaire. Danica pourra vous dire un nombre exact d'écoles qui implantent. Je ne l'ai plus en tête parce que ça change régulièrement. Pourquoi Orpis? Ben, on s'est assuré de trouver un nom qui pouvait être accrocheur pour les jeunes, mais aussi qui donne le message qu'on invite les jeunes dans ce programme-là à prendre des risques, à prendre des chemins inhabituels,
à se découvrir, à se dépasser en développant leurs compétences psychosociales. En un coup d'œil, voici le programme ARPIS. La pyramide centrale illustre le programme ARPIS au secondaire. À la gauche, le petit carré parle brièvement du programme ARPIS au primaire. Puis à la droite, le programme ARPIS au postsecondaire. Nous, on se centre aujourd'hui particulièrement sur le programme ARPIS au secondaire. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous pouvez voir que c'est une approche en palier. Donc, il y a un premier volet qui est de prévention universelle, qui est offert à l'ensemble des élèves de l'école. Danica va le présenter dans le détail dans quelques minutes. Et une fois que les jeunes ont passé à travers le volet universel, les jeunes qui demeurent vulnérables ont accès à une intervention précoce et leurs parents également. Et c'est offert sous forme d'intervention de groupe en collaboration avec un intervenant de l'équipe santé mentale du CIS ou du CIUS, pour ceux qui ne sont pas du réseau là, des centres intégrés en santé et services sociaux. Si le jeune persiste à avoir des vulnérabilités, bien, il peut avoir accès à une intervention spécifique et les parents aussi, offerts par l'équipe santé mentale jeunesse du CIS ou du CIUS. Donc, concrètement, ce que c'est, Julie vous l'a partagé rapidement. Oui, je vais juste cliquer « Accepter de démarrer ma vidéo ». Donc, on va vous présenter un peu plus en détail à quoi correspond le programme de prévention universelle, donc le volet qu'on appelle « Exploration » au premier cycle et au deuxième cycle. Pour le premier cycle, on va pouvoir aussi vous partager quelques résultats de recherche là, qui témoignent de l'efficacité et des effets du programme. On va aussi vous présenter rapidement là, ce que le deuxième cycle implique, puis ensuite le programme Expédition, qui est le volet d'intervention précoce. Donc, le programme ARPIS Exploration au premier cycle du secondaire, ça consiste à 10 ateliers d'une durée de 45 à 75 minutes. La raison pour laquelle il y a plusieurs minutes de proposer, c'est qu'il y a certaines écoles qui l'implantent dans les périodes d'études plutôt que dans des périodes de classe régulières, donc de 45 minutes. Par contre, il y a vraiment du contenu là, pour être animé sur une période classe complète de 60 à 75 minutes. C'est ce qui est préférable, en fait. Donc, c'est 5 ateliers en première secondaire, 5 ateliers en deuxième secondaire. Et ces ateliers-là donnent accès à l'animateur à un guide très précis. C'est vraiment un programme qui se veut le plus clé en main possible. Des diaporamas d'animation pour animer en classe et du matériel de réinvestissement pour les enseignants, pour les parents. Donc, on tente d'informer au fil du temps les parents des thématiques qui sont abordées en classe pour qu'ils puissent à leur tour réinvestir à la maison, en discuter avec leurs adolescents. Le volet d'exploration de prévention universelle s'implante généralement de septembre à décembre. On a peut-être une quinzaine d'écoles qui ont implanté le programme cet automne. Par contre, comme Julie le disait, là, le contexte de la COVID fait qu'il y a plusieurs écoles pour qui ça a été décalé, donc qui vont implanter cet hiver le volet exploration. Mais normalement, on implante à l'automne le volet prévention universelle pour pouvoir implanter le volet d'intervention précoce par la suite là, pendant l'hiver. C'est un programme qui est offert sur les heures de classe à raison d'à peu près un atelier par cycle. Donc, ça donne là, environ un atelier chaque 2 semaines pour toute la durée de l'automne. C'est un programme qui est animé par l'équipe école. Donc, dans certains milieux, c'est animé par des intervenants, dans d'autres, par des enseignants qui choisissent de s'impliquer dans l'animation de ce programme-là. Donc, les objectifs du programme ARPIS, à court terme, on l'a mentionné, c'est vraiment de développer et promouvoir les compétences psychosociales qui constituent effectivement là, des déterminants de la santé, du bien-être. Donc, il y a plusieurs études, plusieurs écrits qui ont montré en fait que le développement de ces compétences-là permettait de prévenir l'apparition, oui, de troubles anxieux, mais aussi d'autres troubles d'adaptation chez les adolescents. Et ça leur permet vraiment de développer là, des moyens concrets pour faire face aux défis de l'adolescence auxquels ils sont exposés. À moyen terme, on vise évidemment là, la prévention des différents troubles.
Donc, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans le cadre de ces ateliers-là. Donc, on vous présente les ateliers du première secondaire et deuxième secondaire. Donc, en première secondaire, on aborde la question du stress, de l'anxiété, de la comparaison sociale, des émotions, des pressions sociales. Alors qu'en deuxième secondaire, on aborde la communication, l'estime de soi, la bienveillance, les comportements prosociaux et l'esprit critique. Puis, chaque atelier, en fait, met de l'avant une compétence, mais aussi un thème. Si je vous donne un exemple, par exemple, l'atelier 5 en deuxième secondaire qui porte sur l'esprit critique, bien, on l'aborde vraiment à partir des médias sociaux. Donc, comment on fait une utilisation qui est saine des médias sociaux, comment on arrive à critiquer ce qu'on voit sur les médias sociaux. Donc, dans chacun des ateliers, il y a vraiment une thématique là, centrale qui est abordée. Donc, depuis quelques années déjà, on procède à l'évaluation de l'efficacité de l'implantation de ce programme-là. Donc, l'an dernier, on a colligé des données là, dans 15 écoles. On devait colliger dans 25 écoles. Par contre, il y a certains milieux là, qui n'ont pas pu réaliser la collecte de données post-test, donc qui suit l'implantation du programme en raison de la COVID. Donc, il y a 15 écoles là, qui ont participé vraiment aux 2 temps de mesure, donc avant leur participation au programme, puis une seconde fois après les ateliers. Et on a réalisé des tests T à parier pour identifier les changements significatifs qui étaient observés. Donc, au total, ce sont quand même près de 2000 adolescents là, qui ont participé à l'évaluation en 2019-2020. Et ce qu'on remarque, ce que les analyses nous montrent, en fait, c'est qu'on observe une diminution des symptômes liés aux troubles paniques, à l'anxiété généralisée, à l'anxiété de séparation, à la phobie sociale, aux troubles obsessionnels compulsifs et aux troubles de stress post-traumatique. Donc, ça, c'est les résultats qu'on observe vraiment, là, ce qui est lié aux symptômes de troubles anxieux. Il y a une recherche qui est actuellement en cours pour essayer d'identifier, entre autres, c'est quoi les ingrédients actifs du programme, qu'est-ce qui fait que ce programme-là fonctionne. Et on tente d'intégrer un groupe contrôle pour vraiment pouvoir observer les différences observées dans ces différents groupes-là. D'ailleurs, on remercie l'Agence de la santé publique du Canada pour leur subvention qui nous permet de réaliser ces travaux-là d'évaluation de ce programme-là. Anita, peut-être un petit mot pour dire qu'en 2018-2019, on avait des résultats similaires et on avait un petit groupe contrôle composé d'une centaine de jeunes d'une école qui n'avaient pas participé au programme. Puis je te laisse poursuivre avec les résultats. Il me semble qu'il y avait une dégradation de la situation de certains jeunes. Oui, en fait, ce qu'on observait en comparant les élèves du groupe qui avaient participé au programme à ceux qui n'avaient pas participé, c'était une amélioration significative là, à plusieurs niveaux chez les élèves qui avaient participé, tout comme ce qu'on a observé d'ailleurs en 2019-2020, alors que chez notre groupe contrôle, soit qu'on remarquait très peu de différences significatives, donc des jeunes qui n'avaient pas connu là, une amélioration au plan des symptômes et des facteurs de risque d'anxiété, et on observait une dégradation sur certains facteurs plus particuliers. Donc, ce que cette recherche-là nous montrait, en fait, c'est qu'on peut bien penser là, que l'amélioration qu'on observe chez les élèves qui participent au programme est vraiment due à la participation aux ateliers et non simplement là, à la maturation, par exemple. On examine aussi, dans le cadre de cette recherche-là, l'impact que ça peut avoir sur des facteurs de risque proximaux de l'anxiété. Donc, on a observé aussi une diminution là, chez les jeunes qui avaient participé au programme de l'anxiété liée au test, de la part du jugement des autres, du perfectionnisme, de la cyberdépendance, de l'impact de l'anxiété sur les activités scolaires, sociales et familiales. Donc, c'est assez positif là, comme résultat et ça nous montre en fait que le programme entraîne là, des changements positifs chez les élèves. Un autre élément auquel on s'intéresse beaucoup dans le cadre de cette recherche-là, c'est le sentiment d'auto-efficacité des jeunes. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'ils se sentent efficaces tant au plan émotif, scolaire et social. Donc, on remarque là, une augmentation du sentiment d'auto-efficacité, ce qui est encore une fois assez encourageant. Dans le cadre de cette recherche-là, on procède aussi là, à des sondages auprès de différents acteurs, donc entre autres auprès des élèves eux-mêmes sur leur satisfaction par rapport au programme, mais aussi auprès de leurs enseignants, donc les enseignants qui ont côtoyé des élèves là, qui ont été exposés au programme et des parents. Donc, au plan des élèves, en 2019-2020, on avait sondé 998 jeunes. Encore là, le contexte là, de la COVID est venu impacter de manière importante la collecte de données. Il y a 59 % des élèves qui affirmaient que le contenu était clairement enseigné, 60 % qui disaient avoir apprécié les animateurs, les animatrices.
68 qui disaient avoir utilisé les stratégies apprises dans le cadre du programme et 44 qui rapportaient avoir l'impression de bien pouvoir gérer leur stress après leur participation au programme. Au plan des enseignants et des parents, on les questionne sur des enjeux assez similaires. Là. Donc, 92 des enseignants et 100 des parents trouvent très pertinent d'offrir un programme comme celui-là en milieu scolaire. 85 des enseignants qui disaient que le contenu était arrimé aux besoins des élèves. 54 d'entre eux qui rapportaient avoir observé des changements positifs chez les élèves. Il faut se rappeler que le programme Exploration, c'est un programme de prévention universel qui est implanté auprès de l'ensemble des élèves. Donc, ce n'est pas tous les élèves au départ qui ont des besoins au plan de la diminution des symptômes ou quoi que ce soit. Donc, 54 qui rapportent avoir observé des changements positifs chez les élèves, on trouve que c'est quand même assez bien. 70 des parents qui disent avoir eu des discussions avec leurs enfants sur les thèmes abordés. Donc, comme je le disais tantôt, on tente de désinformer les parents des thématiques qui sont abordées pour qu'ils puissent réinvestir. Et il y a 70 d'entre eux qui rapportent l'avoir fait. Et 33 qui rapportent des changements positifs chez les élèves. Dans le cadre du questionnaire de satisfaction qu'on achemine aux élèves, on leur demande aussi de nous donner des informations sur ce qu'ils en ont pensé, donc certains commentaires, et on vous a ressorti ici là, des commentaires qui nous ont particulièrement fait réagir, sourire. Donc, il faudrait plus de cours de ce genre à l'école. Les ateliers nous apprennent des stratégies qui sont efficaces. Je trouve vraiment utile les choses pour mieux gérer mon stress. C'était amusant de parler de nos émotions. Je me sens plus sûre de moi. Je trouve que c'est une bonne idée de faire du hors-piste. Donc, c'est un peu là, les échos qu'on a de la part des élèves au sujet du contenu du programme. Au deuxième cycle, donc c'est un volet du programme qui est vraiment plus en développement. Il est prêt à être implanté, mais il n'a pas encore connu d'expérimentation. Donc, c'est un programme qui permet de réinvestir certains apprentissages qui ont été vus en première secondaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer de manière plus concrète, plus condensée les compétences psychosociales au premier cycle et de réinvestir au deuxième cycle ces différentes compétences-là. Et c'est réfléchi selon une approche innovante. On invite vraiment les écoles à sortir du cadre. Donc, on propose des activités plus hors cursus. Donc, pour vous donner une petite idée là, de ce qui est proposé dans le cadre de ce deuxième cycle-là du programme, c'est 3 types d'activités. Donc, comme je le disais, des activités hors cursus, où on les invite vraiment à sortir du cadre, faire vivre aux élèves des expériences qui sont un peu inédites, qui ne sont pas vécues normalement là, dans le contexte scolaire, si on veut. Plus concrètement, par exemple, on leur propose une sortie en nature, donc pour découvrir les bienfaits de la nature là, sur la santé mentale. Des activités en classe qui permettent vraiment aux enseignants de différentes disciplines d'atteindre certains objectifs pédagogiques qu'ils ont à atteindre avec les élèves, mais en abordant des thématiques qui sont liées au développement psychosocial. Donc, par exemple, dans le cours de français, bien, on propose une espèce de discussion philosophique, débat un peu sur le bonheur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour moi? À travers l'apprentissage d'œuvres ou des trucs comme ça. Donc, ce que ça permet, c'est aux enseignants de français d'atteindre certains de leurs objectifs, mais en abordant une thématique de la santé mentale ou du développement psychosocial. Et on propose aussi des activités milieu. Donc, on en propose au premier cycle un peu, mais c'est encore plus important au deuxième cycle. Ça prend plus de place dans le volet au deuxième cycle. C'est vraiment des activités qui vont permettre de soutenir le développement d'un milieu qui favorise le bien-être pour tous. Donc, on veut, oui, avoir un impact auprès des élèves eux-mêmes, les outiller pour faire face aux défis qu'ils présentent et tout ça, auxquels sont exposés, mais on veut aussi entraîner un changement au niveau de la culture du milieu pour créer des environnements qui sont plus bienveillants, en fait. Maintenant, au niveau du programme Expédition, donc comme on vous le disait, il y a un programme de prévention universelle qui est offert à tous et ensuite, on identifie par l'évaluation qu'on utilise là, pour évaluer les effets, qui sont les élèves qui présentent encore certains enjeux au niveau de la santé mentale, des symptômes d'anxiété, à qui on propose de participer à une intervention qu'on appelle l'intervention précoce, donc le volet Expédition du programme. C'est un programme d'intervention structuré pour les élèves qui présentent vraiment plus des symptômes d'anxiété. Donc, pas nécessairement pour des enfants qui ont des troubles anxieux ou quoi que ce soit, mais des élèves qui ont une certaine fragilité là, au niveau de l'anxiété qu'ils vivent. C'est composé de 10 ateliers de groupe pour les élèves, 5 ateliers de groupe pour leurs parents. Et en début de processus, on fait une rencontre d'IAD parents-enfants pour discuter un peu de la dynamique, parler des objectifs qui vont être travaillés par les élèves puis les parents.
Et on procède à une deuxième rencontre de ce type-là à la toute fin là, pour vraiment boucler l'intervention. C'est animé généralement là, à l'hiver ou au printemps, en dehors des heures de classe. Donc, souvent, les jeunes sont rencontrés sur l'heure du midi, par exemple, ou en soirée après l'école. Un atelier par semaine pour les élèves et un atelier aux 2 semaines pour les parents. Ce programme-là, en fait, unit les forces là, du milieu scolaire et du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, c'est un programme qui est animé par un intervenant scolaire qui, généralement, va prendre en charge l'animation du groupe élèves et un intervenant du CIS ou du CIUS de la région qui va prendre en charge l'animation du groupe parents. Donc, il travaille vraiment de concert là, dans l'implantation de ce volet-là du programme. Encore une fois, bien, on veut que ce soit un programme le plus clé en main possible. Donc, on offre un guide de l'intervenant qui fait vraiment là, le tour de l'ensemble des ateliers, qui explique vraiment à l'intervenant comment on anime ce programme-là. Un petit guide pratique de l'élève dans lequel il peut colliger certaines informations, répondre à certaines questions, faire des réflexions sur le contenu du programme. Un guide pratique pour le parent aussi et un diaporama d'animation qui est très bref, très court. C'est vraiment juste en soutien à l'animateur pendant son animation. Les objectifs de ce programme-là. Donc, pour les élèves, l'objectif plus général, si on veut, c'est vraiment d'élargir sa zone de confort. Donc, on veut vraiment amener l'élève à sortir de cette zone de confort-là qui est souvent très petite chez nos élèves plus anxieux. Donc, comment on fait ça? En fait, on le fait en l'amenant, apprenant à reconnaître ses sensations, reformuler ses pensées pour qu'elles soient plus aidantes, en régulant ses émotions pour mieux vivre avec, adopter des nouveaux comportements, passer à l'action, donc vraiment se mettre en action. L'enfant est vraiment amené là, à être très actif dans le processus de changement à travers ce volet-là du programme. Adopter des habitudes de vie qui sont aidantes, utiliser des stratégies préventives, nourrir puis utiliser un peu mieux son réseau social de soutien et finalement utiliser ses forces pour contribuer au cheminement des autres membres du groupe. Donc, la force du groupe est vraiment mise de l'avant dans le cadre de ce programme-là, autant dans le volet élève que dans le volet parents. Chez les parents, ce qu'on souhaite, en fait, bon, comprendre l'anxiété, reconnaître l'impact que ça a sur leur enfant, donc les nourrir un peu sur qu'est-ce que c'est l'anxiété, comment votre enfant vit ça, comment on l'observe chez les enfants, ce niveau d'anxiété-là. Développer des outils pour accompagner leur enfant à élargir sa zone de confort. Donc, le parent va vraiment être outillé pour accompagner son jeune dans le fait de sortir de cette zone de confort-là. Reconnaître et agir sur ses propres émotions comme parent. Donc, parfois, comme parent, on peut avoir un impact aussi sur l'anxiété qui est vécue par nos enfants. Puis, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de ça pour pouvoir faire des changements. Adopter de nouveaux comportements pour diminuer les comportements d'accommodation et échanger sur leur vécu, utiliser leurs forces pour, encore une fois, contribuer au cheminement des autres membres du groupe parent. Donc, encore une fois, l'esprit de groupe est vraiment mis de l'avant à travers ce programme-là. Donc, il y a différentes approches qui sont au cœur du programme hors piste. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment des ateliers qui sont le plus possible axés sur la participation active des élèves. Donc, ça, c'est un élément qui est vraiment super important. Les ateliers du programme hors piste visent à activer les connaissances de l'élève et développer leurs compétences. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur faire vivre quelque chose à travers l'atelier où ils vont être très actifs, où ils vont ressentir, découvrir, partager, expérimenter des choses, vivre. Donc, c'est des activités très interactives où l'élève est très actif. Puis ça, c'est vraiment au cœur là, du programme hors piste. C'est un programme, comme Julie l'a dit en introduction, qui est basé sur le référent équipe. Donc, équipe invite le réseau de l'éducation et celui de la santé et des services sociaux à faire équipe pour la santé, le bien-être, la réussite des jeunes. Donc, hors piste, c'est un peu un moyen qui peut être utilisé pour développer les différentes compétences là, qui sont mises de l'avant dans le référent équipe, mais également sur l'importance de développer ces compétences-là chez les élèves. Donc, hors piste devient vraiment un outil pour actualiser ce que le référent équipe propose, en fait, au milieu scolaire et au réseau de la santé et des services sociaux. Dans chacun des ateliers, surtout à partir du 2e secondaire, mais on introduit là, en première secondaire, la pleine conscience est vraiment considérée comme un outil qui est essentiel, qui est au cœur du programme, qui est vraiment mis de l'avant.
permet aux élèves de développer leur capacité à prêter attention à leur vécu, aux instants sans jugement. Donc, on amène vraiment les jeunes à se déposer, à vivre l'instant présent. On sait que la pleine conscience, l'utilisation quotidienne même de la pleine conscience a des retombées qui sont multiples, donc améliorer la communication, le développement des sens, une meilleure gestion du stress, des émotions, entraîne un climat d'apprentissage qui est plus favorable aussi. Donc, ça, ce que ça permet de faire, c'est de rendre l'élève plus disponible aux apprentissages pour les cours qu'il va suivre, même par la suite. Donc, ça a des effets positifs là, pour l'ensemble des enseignants, finalement. Et entretenir des relations qui sont de qualité. Donc, on essaie vraiment d'initier, en fait, les jeunes à l'utilisation de la pleine conscience pour qu'ils puissent l'utiliser vraiment dans leur quotidien. L'approche cognitivo-comportementale, c'est aussi une approche qui est au cœur du programme, particulièrement dans le programme d'intervention précoce, donc qui est mis vraiment de l'avant dans le deuxième volet du programme. C'est une approche qui est démontrée comme efficace en contexte de prévention, d'intervention sur les problématiques d'anxiété. Donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment introduit cette approche-là dans le programme. Ça permet aux élèves de développer l'habitude d'observer leurs pensées, de ne pas tout de suite sauter aux conclusions. Donc, on les amène à voir un peu les choses autrement, casser un peu ce cycle-là de toujours se créer des scénarios qui sont un peu catastrophes, les amener à questionner leurs croyances par rapport aux différentes situations auxquelles ils sont exposés. Ça permet aux élèves de faire des liens entre leurs pensées, leurs émotions, les sensations, leurs comportements, donc de mieux comprendre cette espèce de boucle-là, puis arriver à la changer pour justement utiliser des pensées qui sont plus aidantes pour eux. Évidemment, c'est exploité un peu différemment dans le programme de prévention universelle que dans le programme d'intervention précoce, donc on l'aborde vraiment plus concrètement dans l'intervention précoce, mais on initie quand même les jeunes à cette espèce de perception-là, cette conception-là dans le programme d'intervention de prévention universelle. Je te cède la parole, Julie. Oui, donc peut-être souligner que ce programme-là, comme tous les projets, les programmes qu'on développe au Centre RBC, c'est gratuit. Les écoles secondaires qui souhaitent implanter le programme bénéficient d'un soutien d'une équipe d'accompagnement. Historiquement, c'était des gens du Centre RBC qui jouaient ce rôle, mais depuis un petit bout de temps, grâce au soutien du ministre délégué Carman, du ministère de la Santé et des Services sociaux, on a une super équipe d'accompagnateurs rattachés au CIS de la Montérégie-Centre qui ont vraiment le rôle d'accompagner les acteurs dans la mise en place du programme. Et vous avez l'hyperlien sur la diapositive là, si vous souhaitez justement être accompagné par cette équipe. Peut-être quelques mots sur le programme hors-piste au préscolaire primaire. On vous le dit, et il est en déploiement pas aussi intensif que le programme au secondaire. On a débuté l'élaboration de ce programme-là il y a une année et présentement, certaines écoles pilotent le programme. C'est vraiment un programme où on vise à entraîner un changement de culture dans l'école en ayant à la fois des activités pour les élèves, les parents puis l'équipe école. Les enseignants ont une banque d'activités, puis c'est vraiment aux enseignants de choisir les activités qui vont mettre de l'avant dans leur classe pour favoriser le développement des compétences psychosociales des élèves. Mais des courriels sont envoyés aux parents après chaque atelier pour qu'ils puissent soutenir le réinvestissement des apprentissages. Mais il y a aussi des activités qui sont offertes à l'ensemble de l'équipe école pour les sensibiliser à la problématique du stress, de l'anxiété, puis les outiller à mieux soutenir les élèves. Même chose pour les parents. Il y a des ateliers qui sont destinés pour eux. Donc, l'année prochaine, là, on sera davantage là, dans une implantation plus structurée, mais cette année, certaines écoles pilotent un petit peu partout au Québec. Quelques mots aussi sur le programme postsecondaire qui est davantage estrien pour l'instant. Donc, c'est un projet où on a une démarche d'accompagnement qu'on met en œuvre auprès des 5 établissements postsecondaires de l'Estrie, où on les accompagne à identifier des porteurs stratégiques tactiques, mettre sur pied un comité santé psychologique
dans leur établissement et par la suite, on les accompagne à avoir une bonne lecture des enjeux de santé psychologique des étudiants. Un portrait aussi des initiatives qui sont déjà en place dans leur milieu, mais surtout, on les accompagne à mettre en place des nouvelles initiatives en ayant une vision systémique, en choisissant des initiatives, oui, qui vont aller outiller les étudiants, mais d'autres initiatives qui vont contribuer à un changement de culture. Vous le savez, particulièrement à l'universitaire, la culture de performance, parfois, peut venir exacerber certains enjeux de santé psychologique des étudiants. Et dans ce projet-là, on essaie de faire une différence parce qu'il existe dans le monde, dans plusieurs collèges et universités, plein de programmes initiatives mis en place, mais qui ne sont pas nécessairement évalués, qui ne sont pas nécessairement pensés dans une perspective de pérennisation, mais aussi qui ne mettent pas de l'avant les étudiants. Donc, dans ce projet-là, on est dans une approche Living Lab, où on veut vraiment que les étudiants soient partie prenante du processus tout au long pour s'assurer que ce qu'on met en place répond bien à leurs besoins. Vous le voyez, dans le cadre de ce projet-là, on développe plusieurs outils. C'est la même chose dans les autres projets. On est dans une approche de démocratisation de tout ce qu'on développe. Sur le site du Centre RDC, vous avez accès à une panoplie d'outils particulièrement utiles dans le contexte de la pandémie. Et il y a aussi une panoplie de conférences, ateliers que l'équipe peut offrir à vos milieux en l'arrimant à vos besoins. On termine en vous disant, si vous avez des questions, soit sur le Centre RBC ou le programme Ortis au primaire ou au postsecondaire, vous pouvez contacter Danica. Mais si vous souhaitez implanter le programme au secondaire, vous pouvez contacter la gestionnaire de l'équipe d'accompagnateurs qui est Chantal Angrignon. Donc, on passerait à la période où on va tenter de répondre à vos questions pertinentes. Donc, Ariane, je te laisse devenir la chef d'orchestre de cette section-là. Parfait. Bien, merci beaucoup. Hein. Vraiment une présentation très intéressante, un programme fort pertinent. Donc, vous avez plusieurs questions, donc je vais sans plus tarder. Donc, une première question, est-ce que nous pouvons savoir les écoles par région ou par CIUS-3S qui mènent le programme actuellement? On est particulièrement actif dans 4 grandes régions. Cette année, moins au Saguenay, là, mais par les années passées, plus. Donc, principalement en Estrie, en Montérégie, en Mauricie, centre du Québec. Donc, si vous voulez avoir plus de détails là, sur vraiment les écoles précisément qui implantent le programme cette année, je vous invite à me contacter directement. Là, je pourrais vous donner un peu plus d'infos sur dans quelle école est-ce que le programme est actuellement actif. Là. Ouais, merci. Donc, une autre question qui de Annie se demande, est-ce possible d'implanter hors de l'école ces ateliers pour les gens intéressés, par exemple, des activités en soirée? Le programme a été vraiment réfléchi et conçu pour être implanté en milieu scolaire. Mais rattaché au programme Ortis, on a des ateliers qui peuvent être offerts aux enseignants ou aux parents pour les sensibiliser à la problématique de l'anxiété et du stress. Et toutes les informations se retrouvent sur notre site Internet. Donc, ça peut être offert davantage en soirée. Mais sinon, on a vraiment conçu ce programme-là pour qu'il s'inscrive en cohérence avec les orientations ministérielles, les besoins, les bonnes pratiques, pour s'assurer que les jeunes développent réellement leurs compétences psychosociales puis qu'on vienne agir sur les facteurs de risque. De façon optimale, on gagne à l'implanter de cette façon-là. Donc, une autre question, est-ce que le programme a été pensé pour se faire en partenariat avec les organismes communautaires, par exemple les maisons des jeunes? Mais dans certains milieux scolaires, effectivement, il y a des milieux qui font appel aux organismes communautaires de la région pour leur donner un coup de main dans l'animation du programme. Donc, certains organismes communautaires qui animaient déjà dans l'école des ateliers un peu dans le même esprit. Donc, on voit dans certaines régions plus particulièrement, mais vraiment une collaboration avec les organismes communautaires là, pour l'animation du programme directement dans l'école. Donc, on le voit dans certains milieux, effectivement.
Parfait. Donc, une question un petit peu plus clinique. Donc, y a-t-il une différence entre phobie sociale et anxiété sociale et de comment distinguer la timidité excessive du trouble de personnalité évitant à l'adolescence? Bien, peut-être juste camper que ce programme-là, hein, elle s'inscrit davantage en amont, en prévention, promotion, puis en intervention précoce. C'est quand on parle de phobie sociale, les jeunes qui présentent ça doivent être soutenus par un intervenant de l'équipe santé mentale du CIS ou du CIUS. Donc, c'est vraiment pas dans le cadre d'Orpis qu'on règle tout ça. Une autre question ici. Donc, une école qui débute l'implantation devrait-elle offrir les ateliers de secondaire 1 pour les secondaires 2 qui n'auront pas eu l'année précédente, les bases de la gestion du stress? Comment avez-vous procédé dans vos écoles? Oui, c'est une bonne question. Puis c'est effectivement quelque chose qu'on remarque là, cette année où on a été plus sensibilisé à ça par les milieux. Normalement, ce qu'on avait tendance à faire, c'était vraiment d'implanter le volet secondaire 2 auprès des élèves de secondaire 2. Mais il y a effectivement des écoles qui nous ont dit finalement, je pense que ça aurait été préférable d'implanter au moins les 2 premiers ateliers qui sont sur le stress, l'anxiété, pour effectivement donner une certaine base là, sur la thématique qui est plus centrale au programme à l'ensemble des élèves. Donc, effectivement, ça peut être recommandé d'utiliser les ateliers 1 et 2 de première secondaire pour des élèves de deuxième secondaire qui n'auraient pas été exposés l'année précédente au programme. Puis peut-être dire que, tu sais, dans un monde idéal, ce qu'on propose aux écoles, c'est de débuter par une implantation progressive. La première année en secondaire 1, l'année suivante en secondaire 1, en secondaire 2, l'année d'après secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, y aller comme ça dans une logique optimale, mais en même temps, c'est peut-être notre couleur aussi, on n'est pas prescriptif dans la façon de déployer le programme. On essaie de s'adapter à la réalité de certaines écoles. Puis certaines écoles disaient, bien, on n'a pas beaucoup de capacité, puis on veut davantage prendre soin de nos élèves de secondaire 2. C'est eux qui ont des besoins plus grands cette année. Puis ils débutent l'implantation du programme de cette façon-là. C'est sûr que ça soulève certains enjeux comme ceux que Danica vient de donner. Super, merci. Donc, ça répond quand même à une question qui se demandait là, ici aussi. Est-ce qu'un jeune de secondaire 2 doit avoir participé aux 5 rencontres de secondaire 1? Donc, ça va un peu dans le même sens. Est-ce que vous aviez quelque chose à compléter en lien avec cette question-là ou vous pensez que ça répond? Bien, en fait, ce n'est pas nécessaire que l'élève ait participé aux ateliers secondaire 1 pour qu'il puisse participer aux ateliers secondaire 2. Les thématiques sont assez différentes. Oui, parfois, on fait référence à certains éléments qui ont été vus là, dans d'autres ateliers, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, le programme secondaire 2 peut être implanté sans que l'élève ait été exposé au contenu secondaire 1. Super. Donc, ici, Marie-Audrey Leblanc se demande, l'évaluation a été produite dans quel type d'école? Par exemple, des milieux favorisés, défavorisés, en région, en ville? Donc, est-ce généralisable à tous les milieux? C'est une très bonne question. En fait, on est un peu dans toutes sortes de milieux pour l'instant. On est dans certains milieux plus ruraux, plus urbains, certaines écoles privées, d'autres écoles qui sont vraiment dans des quartiers plus défavorisés. Et comme on le disait tantôt, on est vraiment en train de réaliser une recherche pour mieux comprendre dans quel milieu est-ce que ça fonctionne le mieux. Est-ce qu'il y a effectivement des milieux où les effets sont moins grands ou au contraire, les effets sont plus grands? Donc, pour l'instant, on n'est pas capable de se positionner là, clairement là-dessus. Par contre, on a déjà fait des analyses par école qui montraient que les effets positifs observés étaient assez généralisés dans chacun des milieux d'intervention où on avait agi. Mais la recherche en cours va pouvoir donner plus de précision là, à cet effet-là sur les facteurs un peu d'influence des effets du programme. Super. Donc, ici, une autre question comment assurez-vous la qualité et la conformité de l'animation? Oui, ça, c'est toujours un enjeu, effectivement, quand l'animation est prise en charge par des intervenants scolaires, par des enseignants. Donc, pour s'assurer de la qualité de l'animation, d'abord, les animateurs sont formés. Donc, on ne l'a pas nommé, je pense, là, mais il y a une formation à l'implantation du programme qui est offerte par l'équipe de soutien à l'implantation de la Montérégie en début d'année pour former les animateurs à l'implantation du programme. Chaque animateur est aussi invité à compléter un journal de bord après chacune des animations où il va indiquer s'il a apporté des changements à l'activité, à l'atelier, puis pour quelles raisons.
Puis, bon, il documente aussi là, la participation des élèves, comment l'atelier s'est passé et tout ça. Donc, ça nous permet effectivement de voir si le programme est implanté de manière fidèle. Et ces journaux de bord-là, c'est aussi ça qui nous permet chaque année de faire une révision approfondie du programme puis aller modifier les ateliers qui accrochent ou qui fonctionnent moins bien par certaines suggestions qui nous sont faites là, par les animateurs en classe. Peut-être, Ariane, ajouter que de miser sur des animateurs qui sont des acteurs de l'école, c'est une stratégie aussi pour davantage pérenniser ce programme-là, que ce soit des gens du Centre RDC ou du CIS de la Montérégie-Centre que l'on forme et qui se promènent au Québec pour offrir ces ateliers. Là, on serait moins dans une optique de pérennisation. Super. Donc, une prochaine question qui est de Mme Caroline Dignard qui demande: les ateliers de prévention universelle sont-elles animés par l'équipe école dans tous les milieux? Donc, elle se dit agréablement surprise là, parce qu'elle trouve que c'est un programme qui est engageant. Je vous dirais que oui, en fait, l'ensemble des milieux là, tricotent pour libérer un peu leur personnel pour l'animation des ateliers en classe. Donc, on a beaucoup d'enseignants qui s'investissent dans l'implantation du programme, mais beaucoup d'intervenants aussi, donc psychoéducateurs, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés qui mettent la main à la pâte là, pour implanter le programme dans le milieu. Donc, on peut dire qu'on est extrêmement reconnaissant de leur contribution. On sent qu'ils sont préoccupés viscéralement là, du bien-être des élèves. Mais on est, nous, conscients de notre côté que ce programme-là s'ajoute au reste. Donc, ils ont toute notre admiration là, pour contribuer à cette implantation à travers le reste. Et comme le disait Danica, parfois aussi, des collaborations avec le milieu communautaire permet d'alléger un petit peu la charge d'animation qui repose sur l'équipe école. Merci beaucoup. J'ai une question ici. Vous avez nommé tantôt dans la présentation quand même un peu qu'on pouvait vous écrire si jamais les gens voulaient démarrer, mais peut-être donner un petit peu plus de détails. Il y a une question ici: de quelle façon pouvons-nous soutenir et encourager notre C3S à développer ce programme dans notre milieu? Donc, ce serait quoi, là, un peu là, parler du déroulement, comment ça fonctionne? Peut-être que ça pourrait enrichir la question. Quand les gens vont avoir accès au diaporama, ils vont avoir les coordonnées là, des personnes à contacter. C'est vraiment l'équipe d'accompagnement qui va soutenir la personne qui souhaite une implantation dans son école, à planifier une présentation qui pourrait être faite à la direction et à certains acteurs clés de l'école et des partenaires du milieu communautaire, du réseau de la santé, des services sociaux, pour voir si l'école a les conditions optimales pour implanter, puis s'il souhaite aller de l'avant, puis c'est ça qui va être le point de départ. Donc, les personnes qui souhaitent aller de l'avant vont être invitées à contacter le Chantal Langrignon. Parfait. Donc, est-ce que, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais il y a une question ici: est-ce qu'on peut demander un accompagnement si on est dans une école hors Estrie, donc à l'ouest de l'île de Montréal? Donc, j'imagine que oui. Là. Il faut comprendre que l'équipe d'accompagnement est là depuis quelques mois et ils ont repris notre flambeau. Donc, nous, on a dû les former et là, ils sont vraiment très, très habiles et là, plus ouverts à accompagner des nouvelles écoles. On y va du bouche à oreille. Il n'y a pas eu de grand plan de diffusion pour que ça se fasse graduellement parce que, comme on l'a dit, à chaque fois qu'on fait une conférence comme ça, ça suscite des demandes. Fait qu'hésitez pas à contacter Chantal Langrignon si vous souhaitez aller de l'avant avec une implantation dans votre école. Super. Bien, en fait, ici, il y a deux questions qui se ressemblent un peu, mais dans des contextes différents. Donc, je vais poser deux questions. Donc, est-ce que c'est possible d'implanter le programme dans un milieu non scolaire, par exemple en groupe au CLSC, et est-ce possible d'implanter hors-piste en maison de jeunes, par exemple? Bien, Julie a un peu répondu tantôt. C'est sûr que le programme a vraiment été réfléchi pour une implantation en milieu scolaire. Il n'y a rien qui empêche des animateurs en maison de jeunes ou des intervenants en maison de jeunes de s'inspirer un peu du programme Trait d'Union pour offrir des ateliers à un certain groupe de jeunes. Pour l'implantation en CCCIUS, on a créé un comité de travail, en fait, pour vraiment proposer le volet d'intervention précoce pour une implantation en CCCIUS sur
bon, soit en jeunes en difficulté ou santé mentale jeunesse, créer vraiment des groupes d'intervention avec des jeunes qui sont sur la liste d'attente, par exemple, qui présentent certains symptômes anxieux. Donc, on est vraiment en train de réfléchir à amener juste l'intervention un petit peu plus loin pour que ce soit vraiment réfléchi pour être implanté là, en CCCIUS auprès de groupes d'élèves. Puis peut-être dire que Danica et Joël, qui est la coordonnatrice du Centre RBC, ont élaboré un atelier sur la gestion du stress destiné aux élèves. Et ils l'offrent parfois à des intervenants qui souhaiteraient l'animer dans leur milieu. Donc, peut-être pas hésiter à contacter Danica pour qu'on vous donne accès à ce matériel-là. Si vous souhaitez animer un atelier dans la maison de jeunes ou autre milieu pour outiller rapidement les jeunes autour de vous. Excellent. Donc, plusieurs options s'offrent. Donc, considérant le nombre élevé de jeunes de moins de 20 ans dans les centres de formation générale aux adultes, est-ce que vous avez implanté ce programme dans une école de ce secteur? On a des discussions, on le sait que c'est un besoin. On a fait des rencontres avec certains représentants de ces milieux-là pour voir un peu qu'est-ce qui est dans ce programme-là ou dans le programme postsecondaire pour être dit. On est dans ces réflexions-là. La question est hyper pertinente, on est conscient des besoins, mais pour l'instant, on arrive au constat qu'il faudrait développer quelque chose de très adapté à ce milieu-là et non pousser avec un de nos programmes qui n'a pas été élaboré en fonction des besoins de ces étudiants-là. Mais ça fait partie des préoccupations puis des discussions qu'on a. Très pertinent. Ici, j'ai une question un peu plus en lien avec les difficultés d'implantation du programme. Donc, le programme est très, très intéressant, mais quand même costaud. Donc, comment les écoles et leur personnel reçoivent l'offre de programme par rapport à l'investissement qui est demandé? Est-ce qu'ils arrivent à tout livrer? C'est quoi les principales barrières, finalement, que vous remarquez à l'implantation? C'est ta géométrie variable d'une école à l'autre. Danica, tu me fais signe si tu veux prendre la parole. Les deux, on est passionnés par le sujet. C'est vraiment, puis vous le savez, ce n'est pas toutes les écoles qui ont les mêmes ressources au niveau, quand on parle de psychoéducateurs, psychologues ou autres, là, dans l'équipe qui peuvent être en soutien au déploiement du programme. C'est sûr que la réaction des écoles, c'est « wow, il faut implanter ça, ça répond aux besoins, mais c'est exigeant ». Mais en même temps, on les sensibilise au fait que si on veut faire une différence et entraîner des retombées concrètes chez les jeunes, ben, il faut une exposition minimale, puis c'est ce qu'on propose. Quand s'y arrête, 5 ateliers d'1 heure en secondaire 1, 5 ateliers d'1 heure en secondaire 2, c'est pas énorme, tu sais, quand même. Puis les écoles, on les sensibilise au fait qu'ils peuvent implanter ça de façon progressive en fonction de la réalité. Certaines écoles peuvent choisir d'implanter seulement secondaire 1 pendant plusieurs années parce qu'ils ne sont pas prêts pour implanter dans les autres niveaux. Peut-être dire un petit mot sur le contexte actuel de la pandémie qui a eu des retombées collatérales positives à certains niveaux, dont une prise de conscience collective des ministères sur l'ampleur des enjeux de santé mentale et beaucoup d'argent sont descendus dans le milieu scolaire, dans le milieu de l'éducation pour engager des professionnels en lien avec la santé mentale. Puis on encourage ces milieux-là à utiliser ces ressources-là pour venir en soutien au déploiement du programme Artis pour pas que ça repose seulement sur l'équipe école. Un peu dans le même esprit là, que ce que Julie t'amène, en fait, le déploiement d'un programme comme celui-là, il faut effectivement que ça repose sur plusieurs acteurs dans le milieu. Tu sais, l'expérience qu'on a au fil du temps démontre bien que quand c'est porté par une personne là, qui anime les ateliers, qui organise toute la passation de la collecte de données et tout ça, ça devient très, très lourd, alors que quand c'est partagé dans plusieurs acteurs du milieu, puis quand la direction assume un leadership qui est fort puis qui est positif, bien, on voit vraiment la différence. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un petit comité à l'intérieur de l'école pour vraiment partager la responsabilité de l'implantation de ce programme-là. Puis généralement, ça va bien. Donc, les écoles qui ont envie de l'implanter, qui croient, qui sont vraiment convaincus que c'est ce qu'il faut faire pour les jeunes, ça se passe relativement bien, honnêtement. Super, très positif. Donc, ici, on se demande, est-ce que le programme a fait l'objet d'un projet pilote au niveau collégial, puisque les enjeux là, sont les mêmes?
Bien, je parlais tantôt du projet postsecondaire qu'on réalise en Estrie auprès de 2 universités, 3 collèges. C'est un nouveau programme qu'on a élaboré. Ce n'est pas le programme Orpis au secondaire qu'on implante là. C'est complètement une autre formule. Puis on est en déploiement présentement. Donc, on pourra éventuellement parler davantage des retombées de ce projet postsecondaire. Pour les gens qui sont intéressés, dans le cadre de l'ACFAS, au mois de mai, on a un colloque entier sur notre projet au postsecondaire. Donc, je vous invite à vous inscrire à ce colloque-là qui met en lumière toutes les actions qui ont été mises en place dans ce projet-là auprès des collèges et universités. Vous en avez parlé un peu là, des limites en lien avec la pandémie, mais on a quand même une question qui est spécifique là, au contexte actuel. Donc, comment les écoles ont accueilli ce programme-là, considérant là, qui sont débordés avec les nouvelles mesures et tout. Là. Donc, peut-être glisser quelques mots sur cet enjeu. Bien, pour être parfaitement honnête, c'est sûr que cette année, il y a des écoles qui ont fait le choix soit de ne pas implanter ou d'uniquement implanter les ateliers sans participer à la recherche ou qui ont fait le choix de reporter l'animation des ateliers plus en janvier. Donc là, on a des écoles là, qui sortent un peu la tête de l'eau en disant « OK, on est prêt là, à implanter le programme ». Donc, on a été très flexible cette année à ce niveau-là. Ça nous a aussi amené à créer une version pour l'animation en virtuel. Donc, des écoles qui nous disaient, nos jeunes sont à la moitié à la maison, à la moitié en classe, ou on a certaines classes qui sont uniquement à distance certaines périodes de l'année. Donc, on a adapté le matériel pour qu'il puisse être animé en ligne, donc des ateliers un peu moins costauds, un peu moins longs, où on a revisité un peu les interactions pour que ce soit possible d'être animé en ligne. Donc, ça nous a aussi amené à créer cette version-là, temporaire, souhaitons-le, là, du programme Orpis. Super. Donc, ici, on te demande, est-ce que, en fait, le programme devrait s'ajuster avec les autres programmes récents ou qui viennent, donc en lien avec la sexualité, la consommation de substances psychoactives, tous les mêmes facteurs là, de protection en prévention universelle? La question est très bonne. Étant donné que le programme Orpis vise le développement des compétences psychosociales, on a bien l'impression qu'on vient soutenir les jeunes en lien avec ces autres problématiques-là. Les programmes qui existent en lien avec ces autres problématiques-là sont souvent plus de l'ordre de l'intervention précoce. Ils ne sont pas déployés dans l'ensemble des écoles, mais dans les écoles avec lesquelles on travaille, on essaye de favoriser un arrimage pour éviter de dupliquer certains ateliers. Je ne sais pas si Tanika, tu veux rajouter quelque chose. Bien, c'est sûr que dans la dernière révision du programme, là, la version 3.0, là, mettons, on a fait quand même un virage assez important au niveau du contenu du programme et on s'est assuré, en fait, de ne pas dédoubler avec du contenu qui était justement abordé dans le cadre des cours d'éducation à la sexualité. Donc, on a quand même fait un effort d'éviter d'aborder des thématiques qui étaient trop similaires à ce qui était déjà traité dans d'autres programmes. Donc, mais effectivement, l'arrimage est important, puis je pense que ça vaut la peine de soulever cette question-là, puis d'en parler, puis de s'assurer qu'il n'y a pas trop de chevauchement. Là. Parfait. Ici, j'ai une question. Il me reste 3 minutes, donc je vais essayer, là, probablement qu'après, vous allez pouvoir répondre à certaines questions qui seront... vous allez les recevoir, là, donc voir avec Denise, là, parce que je ne pourrais pas. Donc, y a-t-il un suivi effectué auprès des intervenants spécialisés des écoles, par exemple infirmières, psychologues, si des élèves doivent échanger avec un de ces professionnels pour discuter davantage suite aux interventions de groupe? Et de quelle manière est-ce que ces informations-là sont colligées pour qu'un résumé, un suivi là, soit fait au besoin auprès des équipes médicales de première ligne, c'est ça, si nécessaire? Mais honnêtement, il n'y a pas de suivi comme tel qui est fait là, au niveau des références qui pourraient découler de l'animation du programme, de la participation des jeunes au programme d'intervention. Lors du bilan d'implantation qui est fait avec chacun des milieux à la suite du déploiement, c'est quelque chose qu'on documente s'ils ont observé particulièrement une augmentation des demandes, par exemple, aux services complémentaires dans les différents milieux. Puis ce n'est pas nécessairement une retombée qu'on observe dans les écoles. C'est sûr que... Oui, vas-y, je vais compléter. C'est sûr que ce qu'on souhaite, en fait, quand il y a les animations en classe, c'est que l'enseignant soit sur place pour pouvoir récupérer si jamais il y a des événements ou des thématiques qui touchent particulièrement certains élèves, qu'il y ait au moins 2 adultes en classe pour pouvoir récupérer dans une certaine mesure ce qui se passe pendant les ateliers.
il y a peut-être d'autres choses aussi, Danica, qui me viennent à l'esprit. Quand on fait le pré-post-test, puis que tu te rends compte, toi, Danica, qu'il y a des jeunes qui sont extrêmement vulnérables, tu le portes à l'attention de l'équipe école. Puis, dans le déploiement de l'intervention précoce, étant donné que c'est un déploiement qui est fait main dans la main avec un intervenant du CIUS et du CIUS, quand il y a un élève qui est en grande détresse, il y a un arrimage, une référence directe qui peut être faite auprès de l'équipe santé mentale. Là. Ça facilite là, ce passage-là. Mm-hmm. Mais merci beaucoup. Une minute, donc une petite question. Est-ce possible de l'implanter dans une école secondaire privée de la région de Montréal? Les écoles privées peuvent lever la main. Puis j'avais vu une autre question tantôt sur les écoles anglophones. Donc, un petit mot pour dire qu'on a obtenu justement du financement pour traduire le programme qui va être disponible pour les écoles anglophones pour un déploiement à partir de septembre prochain. Fait que vous pouvez immédiatement contacter Chantal Lagrignon pour qu'elle commence l'accompagnement de votre école dans l'optique d'implanter en septembre prochain. Bien, merci beaucoup, Julie et Danica, pour cette super présentation. Donc, je tiens à vous remercier chaleureusement. Puis aussi, je vous rappelle là, aux invités, aux gens qui participaient, que vous allez recevoir un courriel dans les prochains jours avec toute l'information concernant l'enregistrement puis l'évaluation aussi de ce webinaire. Donc, merci à tous d'avoir participé. Merci aux participants pour la qualité des questions hyper pertinentes. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour. Merci. Merci.